Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur CSX Corporation? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, CSX Corporation, c'est un document que vous avez reçu tantôt, donc une note d'analyse que vous avez reçue tantôt depuis le 17 du mois de novembre dans la newsletter gratuite. Donc, vous pouvez retrouver le lien de la newsletter gratuite dans la description de cette vidéo aussi. Donc, je vais la lire ici et on va faire l'évaluation de la compagnie. On va essayer de déterminer est-ce qu'au prix actuel, CSX Corporation représente une opportunité d'investissement. Donc, je rappelle que ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, CSX Corporation fournit des services de transport ferroviaire ici, de transport intermodal et de transfert du rail au camion. Elle possède environ 21 000 miles de route dans 23 États américains et 2 provinces canadiennes avec des liens avec plus de 240 lignes ferroviaires courtes. Donc, quand on parle de miles, ici, il faut savoir que les Américains, ils ne comptent pas ici la distance en termes de kilomètres. Ok? Donc, quand on dit miles ici, un mile, c'est égal à 1,6 km. C'est pas exactement ça, mais vous pouvez avoir l'information par... C'est 1,6 km, on va le dire comme ça. Donc, quand on dit 21 000 miles, j'ai dit bien 21 000, ça veut dire ici qu'on parle à peu près de 33 600 km. OK? Donc, on revient sur la vidéo. Alors, on voit ici que c'est une entreprise qui opère aux États-Unis et au Canada. Elle relie le nord-est et le mid-ouest et le Canada. Donc, elle relie le nord-ouest et le nord-est, le mid-ouest et le Canada au sud-est des États-Unis. Donc, le nord-est, le mid-ouest américain, ainsi que le Canada au sud-ouest, au sud-est des États-Unis. Donc, CSX a affiché des résultats solides au cours du trimestre terminé en septembre. Les ventes et les bénéfices ont dépassé les prévisions établies pour 3,7 milliards de dollars et 0,52 sous pour les bénéfices nets par action, respectivement. Donc, le service continue de s'améliorer et les revenus ont été meilleurs que prévu. Sans surprise, les ventes dans le segment automobile ont augmenté de 30% par rapport à l'année précédente. Les contraintes de la chaîne d'approvisionnement s'étant allégées. Donc, quand on dit les ventes dans le segment automobile, elle ne vend pas des voitures, non. Ça veut dire qu'elle transporte énormément de voitures, ok? Donc, le transport ici, dont on parle ici du transport, ok? Donc, les volumes globaux ont augmenté de 2% grâce à des gains dans les unités intermodales et de marchandises. Donc, quand on parle ici vous avez vu, quand on a fait l'analyse ici pour le secteur ferroviaire, ici, vous avez vu qu'on parlait beaucoup du secteur automobile, du secteur de la construction, du secteur manufacturier. Il faut savoir ici que les compagnies ici, les compagnies ici qui font dans le transport ferroviaire ici sont des transporteurs, d'accord, un peu comme les camions, comme le camionnage ou bien comme les compagnies maritimes, d'accord. C'est la même chose, sauf que maintenant ça se passe au niveau des rails. Donc les prix du charbon ont été élevés, mais les volumes ont ralenti. Pourquoi est-ce qu'on mentionne le prix du charbon ici? C'est parce qu'elle transporte également énormément de charbon. Donc, elle est également liée au secteur minier. OK? Donc, la société ferroviaire ici a indiqué que les coûts du quatrième trimestre pourraient bien augmenter en raison des dépenses liées à la main-d'œuvre. Encore une fois, si vous avez lu la note concernant ici l'industrie du secteur, le secteur ferroviaire ici, vous savez que les coûts de transport ici sont, les coûts de la main-d'œuvre ici sont des éléments très importants, notamment parce que ici, on a une grève qui est en cours et lors des négociations ici, on augmente les salaires, d'accord? Donc faites attention à ça. Donc, c'est pour ça que c'est souvent important ici de connaître à peu près comment est-ce que se passe l'industrie ici, d'accord? À quoi ça ressemble en date d'aujourd'hui avant d'y investir. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer, mais ça vous donne à peu près une idée du moment, ok? Donc, les craintes de récession planent. Donc, l'économie mondiale semble ralentir. Les niveaux de stock des détaillants aux États-Unis ont augmenté considérablement au cours des derniers mois. De plus, les prix sur le marché du camionnage et de l'expédition ont diminué à un rythme effréné, ce qui causera des difficultés au chemin de fer sur le plan de la concurrence des prix. Il faut savoir ici que vu que les prix au niveau du camionnage et l'expédition et au niveau ici du transport maritime ici avaient augmenté, donc les compagnies ferroviaires ici se sont retrouvées dans une bonne situation parce que leur prix n'a pas... Enfin, c'est pas que les prix n'ont pas augmenté, mais ils avaient moins augmenté que le secteur ici du camionnage. Donc maintenant qu'on revient à peu près à la normale, la concurrence va à peu près remonter. C'est techniquement... Est-ce que c'est un grand désavantage ici? Ça peut également être un avantage. Enfin, est-ce que ça va me changer énormément de choses? Moi, personnellement, je pense que ce sont des entreprises qui ont à peu près un monopole, qui ont un pricing power.
contrairement au camionnage et au secteur, à l'expédition par voie maritime ici. D'accord? Donc faites attention à ça. Donc ça, c'est peut-être à prendre avec des nuances, mais on va se dire ici que si on avait une augmentation des volumes ici, on aura peut-être une diminution des volumes parce que les autres maintenant peuvent se permettre d'à peu près transporter les mêmes produits, mais à des coûts réduits. L'avantage ici avec nous, c'est que quand nous on transporte également, voilà, en un seul, on peut transporter plus de produits en un seul voyage. Donc ça, c'est quelque chose que les camions ne peuvent pas faire, ou bien, bon, en termes de secteur d'expédition ici, le secteur maritime ici, ça dépend des zones. OK? Donc, il faut faire attention à ça. Parfois, on a besoin d'une combinaison des trois pour acheminer un produit. Donc, c'est également quelque chose à prendre en considération. Tous les chemins de fer subissent une inflation des coûts liés à la main-d'œuvre et sont susceptibles de connaître un ralentissement des volumes et une baisse des prix. Malheureusement, les chemins de fer sont dans une situation difficile car ils ne peuvent pas se permettre de réduire réellement leurs effectifs à la suite des erreurs commises au plus fort de la pandémie. Les chemins de fer ont licencié ou mis à pied des travailleurs et ont eu du mal à réembaucher lorsque les volumes sont revenus. Le secteur, attention, j'ai mal lu cette situation. Donc, les chemins de fer ont licencié ou mis à pied énormément de personnel ici et ont eu du mal à réembaucher lorsque les volumes sont revenus, notamment parce que le prix dans le segment du camionnage et l'expédition avait augmenté. On s'est retrouvé avec des volumes très très élevés. Or, quand les volumes sont élevés, on a besoin d'énormément de personnel. On n'avait pas énormément de personnel ici, ce qui a causé également des différences au niveau du service. Et ici, le service est un élément. Et quand on parle de service ici, on parle de la ponctualité. D'accord? On parle de la ponctualité avec laquelle on livre une marchandise ici. Et ça peut causer des problèmes au niveau de nos différents clients. OK? Donc, on continue ici. Donc, le secteur devra, à mon sens, sacrifier des marges à court terme pour maintenir des niveaux de service constants. N'oubliez pas également que c'est sacrifier des marges à court terme. Mais on a vu ici que, les prix en termes d'augmentation augmentation moyenne des prix de transport ici au niveau des chemins de fer augmente en moyenne de 6% depuis une longue période de temps. OK? Donc, c'est également quelque chose à prendre en considération. C'est pour ça qu'on mentionne ici court terme. Le service a été une priorité, en particulier pour les chemins de fer de la côte Est, étant donné que le mauvais service a nuit au volume. Je vous ai expliqué pourquoi est-ce qu'il y a eu un mauvais service. Pour 2023, les objectifs des revenus et des bénéfices pour l'ensemble de l'année ont été réduits de 150 millions de dollars et donc ce qui représente à peu près 0,10 sous par action par les derniers. Donc pour atteindre respectivement 14,2 milliards de dollars et 1,75 milliard de dollars par action en raison de la baisse des prix et de l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre. Donc ça reste à peu près des prévisions ici des différentes années. Donc j'essaie de prendre toujours à peu près les moins 10 ans ici, d'accord, pour me situer une certaine moyenne parce que j'ai pas envie d'être très très optimiste par rapport à une situation. Mais on sait déjà qu'il y a de légers nuages gris à l'horizon. Ça nous permet d'être prudent et d'attendre patiemment une certaine opportunité. Donc, il faut également mentionner que l'entreprise a un nouveau dirigeant. Donc, notamment, c'est important de noter le dirigeant ici, de savoir d'où est-ce qu'il vient. Parce que généralement, je ne parle pas de dirigeant ici parce que je ne veux pas compliquer la tâche. Mais ici, une entreprise, quand vous décidez d'y investir, vous faites équipe avec un dirigeant. Donc, si vous investissez dans une compagnie dans laquelle il y a un dirigeant qui n'est pas de bonne moralité, vous allez vous retrouver dans une situation assez compliquée. Ce n'est même pas au niveau de la moralité, ça peut également être lié à l'incompétence. Donc, parfois, c'est bien de connaître le background ici du dirigeant. Donc, ici, on a Joseph Hinrich qui prend les rênes de CSX, bien que M. Hinrich n'ait pas d'expérience à la tête d'une compagnie ferroviaire. Il a travaillé dans le secteur industriel pendant plus de 30 ans, ayant récemment occupé un poste de direction chez Ford Motor. Donc, la croissance des volumes restera sans doute le principal objectif de l'entreprise. Donc, entreprise automobile, entreprise ici ferroviaire, vu que le secteur automobile ici représente à peu près un gros client, ça peut également être un avantage ici. Mais dans tous les cas de figure, il n'a pas d'expérience dans l'opération day-to-day d'une entreprise ferroviaire. Donc, faites attention à ça. C'est un point à mentionner. Donc, notamment dans ces analyses, si vous allez retrouver les points importants du moment, les risques à court terme ou à moyen terme ici. D'accord? Donc, maintenant, vous avez une idée générale de comment est-ce que se porte CSX en date d'aujourd'hui. Je ne dis pas que j'ai forcément raison. D'accord? Mais vous avez une idée générale de ce qui se passe, d'accord? Ce genre de note-ci, vous pouvez l'avoir dans la newsletter gratuite pour le moment. Je dis bien la note, ce genre de notes. Mais pour les analyses sectorielles ici, industrielles, vous allez les avoir ici gratuitement, jusqu'à ce que la chaîne YouTube n'existe plus. On va le dire comme ça. Donc,
Maintenant, on va aller au niveau de l'évaluation. Donc, on va aller regarder ici CSX Corporation. Donc, CSX, combien est-ce que ça vaut? Donc, vous savez généralement qu'on va suivre le même cheminement, à savoir quel est le niveau de revenu ici. Donc, par rapport au niveau de revenu ici, nous avons combien? Nous avons à peu près 14 milliards 550. Donc, en termes de prévision ici, on s'attendait à peu près à avoir combien? Donc, les prévisions ici, 14 milliards 200, donc pour atteindre 14 milliards 200. Ça, c'est pour 2023, on aura peut-être un ralentissement ici. On a bien dit un ralentissement. Ça ne veut pas dire qu'on aura une baisse jusqu'à la fin des temps ici. Donc, quand je regarde ici le 14 milliards 550 ici, bon, on pourrait revenir à une certaine moyenne ici, mais la tendance à long terme ici est déjà là. OK. Vous pouvez également constater que CSX quand même varie beaucoup par rapport à certains de ses concurrents ici, peut-être parce qu'elle est très très liée également au segment du transport ici, des produits de charbon, etc. Donc, on va être prudent ici. D'accord. Je mets 14 milliards 200, donc les prévisions ici, mais il faut tout en restant assez prudent. OK. 14 milliards 200. Donc, je prends ici 14 milliards 200, des 14 milliards 200, je vais prendre ça ici, je vais le ramener sur ce tableau-ci, ça sera plus facile. 14 milliards 200, 14, d'accord, point 2. Maintenant, en termes de croissance, ici, je mets 0 pour le moment. OK, c'est juste une information. En termes de croissance, qu'est-ce qu'on a ici par rapport à CSX? On se rend compte que sur les 10 dernières années, d'accord, CSX ici se comporte comment? En termes de croissance, CSX ici a une croissance de combien? On a une croissance de 0,6%, donc on se maintient plutôt. OK, donc sur les 5 dernières années ici, on a une croissance de combien? On est à 4%. Sur les 3 dernières années ici, on est à 6%. Et sur les 2 dernières années, on est à peu près 16%. Donc, on a une certaine croissance sur les 5 dernières années. Mais sur les 10 dernières années, on est à peu près une stabilité. Donc, c'est-à-dire que le revenu qu'on a présentement, on l'a déjà eu. Voilà, on a à peu près déjà eu le même niveau de revenu il y a une dizaine d'années. Enfin, je ne dirais pas qu'on a à peu près eu le même niveau de revenu, mais on n'a presque rien fait en termes de croissance sur les 10 dernières années. Si on regarde ça ici, voilà, rien d'exceptionnel. Si on prend la croissance moyenne ici, donc de cette partie-ci à là, c'est rien d'exceptionnel sur les 10 dernières années. Donc, on continue ici. En termes de revenus ici, qu'est-ce qu'on a? Pas revenus, excusez-moi. Donc, en termes de free cash flow ici, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, ce sont des entreprises qui demandent énormément de capital, qui demandent énormément d'investissement. Donc, ils sont à capital intensif. Donc, généralement, les free cash flow peuvent avoir tendance à être moins élevés que les net income parfois. D'accord? Donc, quand on prend les deux chiffres ici, vous allez voir que ça correspond. Voilà, les net income sont généralement plus élevés que les free cash flow ici. Ce n'est pas que les free cash flow, on ne peut pas avoir des free cash flow égaux au net income, mais vu qu'elle est invincible toujours massivement ici, on a tendance à avoir une certaine moyenne. OK? Donc, je vais prendre les net income ici, d'accord? Mais vous savez pourquoi est-ce que je les choisis, d'accord? So, on prend les net income. En termes de marge, ça nous donne combien? Margin, net income margin, vous allez voir également ici l'évolution des marges, d'où l'importance de connaître à peu près combien est-ce que se porte l'industrie et la dynamique dans l'industrie ici. Donc, vous voyez que sur les 20 dernières années, on a 15%. Sur les 10 dernières années, on a 21%. Attention, quand on dit qu'on a 21%, le 21% vient à partir de quelle période? À partir de 2017. Qu'est-ce qui s'est passé ici en 2017? Et depuis 2017, on a à peu près une stabilité. Mais attention, la période de la pandémie également est arrivée par là. Donc, est-ce que ce niveau de marge-ci est durable? C'est la question qu'on devrait se poser. D'accord? Une fois que vous lisez à peu près par rapport... Enfin, au niveau de ce que moi j'ai pu lire ici, on peut garder ce même niveau de revenu-ci. D'accord? Mais il faut faire attention par rapport à ça. C'est toujours quelque chose à prendre en considération. Donc, je peux également regarder ici qu'est-ce que Ticker nous indique. Par rapport à Ticker, ici, on a quoi? Alors, sur Ticker, je vais aller voir Ticker, qu'est-ce qu'il mentionne ici? Alors, Ticker. Donc, on va aller voir ce que Ticker nous mentionne par rapport aux prévisions, tout en des marges ici, tout en prenant cette information-là avec des pincettes. Ça reste de l'information. Ça nous permet ici à peu près de voir ce que pensent les analystes, où est-ce qu'ils s'en vont. C'est important de savoir ce que pensent les analystes parce qu'eux, ils suivent cette entreprise au jour le jour, mais ils n'ont pas le choix que de faire des prévisions à court terme. D'accord? Donc, il faut souvent prendre ça en considération. Donc, quand parfois vous dites que les analystes, voilà, ils n'ont jamais raison, machin, vous ne pouvez pas savoir ce que l'analyste pense si vous ne lisez pas le document qu'il a fourni sur lequel on se base par rapport à ces différentes prévisions-là. Il peut être très optimiste comme très pessimiste ici, mais très optimiste par rapport à X ou Y raison. OK? Donc, ici, ce qui m'intéresse vraiment avec ce que pensent les analystes, c'est à peu près quel est le raisonnement derrière. Mais bon, pour avoir accès à ces documents-là, franchement, ça demande beaucoup d'argent. OK? Donc, on n'est pas encore à ce niveau-là. So, je préfère moi-même faire mes propres analyses, lire à peu près, écouter ce que dit le management. Donc, vous voyez ici qu'on va à peu près garder des marges de 26-25% par là. Donc,
Les analystes pensent que les marges peuvent rester à peu près stables. OK. Donc, quand on prend dans les marges sur les 3 dernières années, on constate qu'on est à 27-28% par là. Sur les 5 dernières années, nous sommes à 28%. Donc, je mettrai 28% ici de marge de free cash flow, 28%. OK. Maintenant, en termes de nombre d'actions, nous avons combien en termes de nombre d'actions en date d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on obtient? Nombre d'actions, quarterly, on a 2 milliards 140 millions d'actions et on rachète également massivement nos actions. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez regarder à peu près quel est le niveau de rendement ici, le rendement ici, quand je parle de rendement, je parle ici de tout ce qui concerne le dividende et le buyback yield. Donc, ça dit que le rendement par rapport aux différents buybacks, ça donne ici combien? Pour connaître le rendement par rapport aux différents buybacks, il faut prendre ici le prix moyen, la somme moyenne qu'on a dépensée, la somme qu'on a dépensée ici, la somme moyenne, divisée par la capitalisation boursière moyenne ici, vous allez trouver à peu près une information ici. Donc, normalement, si on va regarder le yield ici, le shareholder yield, si on combine les buybacks plus le rachat d'actions ici, plus le dividende ici, en fait, sur les 12 derniers mois, vous avez obtenu à peu près un rendement de 4,88%. OK. Si vous avez distribué la totalité de ce qu'elle a mis dans les buybacks plus le dividende que vous avez actuellement, vous aurez eu un rendement de 4,88%. Donc, je reviens ici. On a pris maintenant le niveau de dette nette. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la dette nette? Donc, au niveau de la dette nette également, il faut vérifier que cette dette nette ne prend pas en considération des charges liées aux pensions. Parce qu'il y a certaines entreprises ici qui ont encore des obligations au niveau des pensions. Ici, oui, c'est une obligation, mais est-ce que c'est une dette à long terme? C'est la question qu'on va se poser. D'accord? Il faut faire attention à ça. Donc, quand je prends cette information, si je n'ai pas fait le filtre, je n'ai pas filtré l'information, d'accord? Donc, faites attention ici à ce niveau-ci. Donc, vous pouvez avoir une information totalement différente, d'accord? Donc, je ne pense pas que ça va changer grand-chose ici, d'accord? Ou du moins, ça change grand-chose ici. On a toujours le temps ici de pouvoir s'ajuster en conséquence, d'accord? Donc, 15 milliards, 15,65 ici. OK, donc maintenant, au niveau du PER moyen ici, quel est le PER moyen que l'industrie paye, enfin, que le marché paye généralement pour ce genre de compagnie ici? Donc, quand on prend le price ici, price to earning, donc on prend ça, voilà. Donc, je vais marquer une information ici. Je peux vous signifier une chose. Vous avez vu comment les revenus varient, n'est-ce pas? Regardez ceci. Les net incomes sont à peu près stables avec le temps, même si on a des revenus en dents de scie. C'est une information que donc, il faut faire attention. Si ce n'est pas parce que les revenus ont baissé qu'on aura forcément des marges qui vont... des net income qui vont baisser drastiquement, d'accord, au même niveau que les revenus. Donc, on a le temps ici de s'ajuster au niveau des coûts d'opération. Donc, il faut prendre ça également en considération. Ça peut montrer que l'entreprise est flexible. Donc, on continue ici. Au niveau des price to earning ici, qu'est-ce que le marché paye généralement, vu enfin, pas la qualité, mais vu... oui, vu la qualité de ce genre d'actifs-ci, on peut avoir ici on peut se négocier généralement à 20 fois les bénéfices par là, c'est possible. Mais également, il faut voir que quand une entreprise est très exposée au secteur cyclique ici, donc au secteur minier ici, ça peut également avoir un impact. Et toutes les entreprises ici ferroviaires ne se ressemblent pas. Elles ne font pas exactement la même chose. Quand je dis exactement la même chose, au niveau du transport de marchandises, transport de personnes, quand on parle de marchandises, quel type de marchandises? C'est important. D'accord? Parce que quelqu'un qui transporte ici, disons, le charbon, on aura tendance ici à avoir des coûts moins, des volumes moins élevés quand le prix du charbon est à un niveau assez bas. Donc, faites attention à ça. Donc, sur les 20 dernières années, c'est 17 fois les bénéfices par là. Sur les 10 dernières années, c'est à peu près 17 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, c'est à peu près aux alentours de 17 fois les bénéfices. Enfin, 18 fois les bénéfices. Donc, vous allez voir que c'est une entreprise qui a l'habitude d'avoir des PER moins élevés que la moyenne de son industrie. D'accord? Ici, on a à peu près 19 fois les bénéfices de 2023, mais certaines entreprises dans ce secteur-ci ont des PER bien plus élevés que ça. Donc, ici, on a 17 fois les bénéfices. Il faut également voir, peut-être ici, ces PER-là prennent en considération une certaine... une certaine dette de l'entreprise ici. Donc, ça peut également jouer énormément parce que 17 fois les bénéfices pour une compagnie ferroviaire, ça me fait quand même tiquer un tout petit peu. D'accord? Mais comme je vous l'ai dit ici, je n'essaye pas généralement d'aller dans le sens contraire de ce que pense le marché. Je peux me dire ici que ça vaut bien plus que ça, mais est-ce que le marché est-ce que l'entreprise fait le nécessaire pour pouvoir rattraper cette différence-là? Donc, c'est-à-dire que est-ce qu'elle rachète ses actions?
D'accord? Donc, si elle s'échange à des niveaux plus bas que ce que le marché propose pour les entreprises concurrentes, peut-être elle devrait plus racheter ses actions ou bien peut-être qu'elle devrait augmenter son dividende. Mais il est préférable de racheter ses actions ici. Donc, là, je vais aller sur Finbox. OK? Donc, Finbox, ici, je mets CSX. Vu que j'ai à peu près tous mes éléments ici pour faire l'évaluation ici, donc je vais prendre ici des PER de 17, 20 et on va se dire ici 22. OK? 17, 20, 22. Donc, on va prendre ici 17. D'accord? 20. D'accord, et 22. Bon, soyons fous. Est-ce qu'on peut se permettre de prendre des multiples de 25 fois les bénéfices ici? Je prendrais 20. Je pense que 22, c'est assez correct ici parce que quand on est à 22, on est à peu près à ces niveaux-ci. Voilà, c'est très rare qu'on arrive plus loin que ça. Donc, je vais mettre 22 fois les bénéfices ici. On va faire simple. Donc, on avait un revenu ici de combien? On a un revenu ici de 14 milliards 200 prévu pour 2023, ça pourrait être bien plus élevé que ça, surtout que sur les derniers mois, ici, on a 14 milliards 500, fois 28% ici de ce montant, si ça donne quoi? Ça donne 3 milliards 976, donc voilà, on va faire simple, on va l'arrondir à 4 milliards, d'accord? Ça ne va pas changer grand-chose. Donc, je vais mettre 4 milliards ici pour faire simple, ok? Donc, 4 milliards, de façon, on enlève la dette, etc., donc on aura tendance à peu près se rapprocher de la moyenne. Donc, à 17 fois les bénéfices, moins la dette nette ici, la dette nette qui, dans ce document-ci, dans ce logiciel-ci, semble être à 2 milliards, à 13 milliards 300, alors qu'on a ici 15 milliards 200. Donc, je vous ai dit que ça peut peut-être prendre en considération certaines charges liées aux pensions ici. Donc, faites attention par rapport à cette information-là. Donc, je reviens ici. Je vais prendre à peu près ici, de toute façon, ça ne va pas changer grand-chose, ça peut être prendre $1,50 ici dans l'évaluation. Donc, ça donne ici, 17 fois les bénéfices, ça donne $25 l'action. D'accord? À 20 fois les bénéfices, on est à $31 l'action et à 22 fois les bénéfices, parce que c'est ça que je voulais mettre, 22 fois les bénéfices, on sera aux alentours de $35 l'action à peu près. Alors, moi, je vais me situer, je ne vais pas essayer d'être plus intelligent que le marché, d'accord? Même si je pense que c'est une entreprise qui pourrait s'échanger facilement à 20 fois les bénéfices, notamment, on a déjà eu à le faire plusieurs fois par le passé. Je pense qu'elle mérite 20 fois les bénéfices ici, vu qu'on prend également en considération la dette ici. Donc, moi, j'aurais une préférence pour aller aux alentours de $31 l'action. Donc, entre 31 et 25, voilà, il n'y a pas une énorme différence. Waouh. On peut déjà remarquer que de toutes les façons, au prix actuel, voilà, le prix est juste correct en date d'aujourd'hui. Il n'y a pas une opportunité d'investissement extraordinaire. Le prix est juste correct. Idéalement, c'est une entreprise qui pourrait être intéressante aux alentours des $20 l'action, des 20, $15 l'action par là, 20, 15, $16 comme vous voulez. D'accord? Mais ça reste juste mon prix. D'accord? Parce que moi, je prends toujours une marge de sécurité ici. Donc, si la récession tant attendue arrive et qu'on a assez de moyens et que cette entreprise ici se retrouve à 20 dollars l'action, je n'hésiterai peut-être pas à commencer à faire des acquisitions parce que ici, c'est jamais un secteur, quand vous l'avez dans la poche, c'est comme si vous avez un service public, d'accord? Il suffit juste de l'avoir à peu près à un prix assez intéressant par rapport au risque que vous prenez. Donc, je dirais ici que CSX Corporation est correctement évalué par rapport au prix actuel. Idéalement, 20 dollars l'action pourrait être un prix assez intéressant. Donc, ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. En termes de dividendes, si vous distribuez la totalité du dividende ici en termes la totalité des bénéfices nets ici en termes de dividendes, vous aurez un rendement de combien au total par rapport à la capitalisation boursière actuelle? Vous aurez 5,83%. D'accord? C'est-à-dire que le 1,25% ici, il va continuer. Voilà, il y a de fortes chances que ce dividende-là continue à croître. Et je vous ai montré ici qu'elle vous a donné plus de 4% en termes de rendement aux actionnaires ici, en prenant en considération, en prenant en considération les buybacks, donc le rachat d'actions, plus le versement du dividende. Donc, pour ceux qui recherchent un dividende, d'accord, il y a de fortes chances que le dividende actuel continue à augmenter. Maintenant, voilà, je ne peux pas savoir à quel niveau, quel est le pourcentage, etc. Franchement, ce n'est pas des métriques généralement qui m'intéressent année après année. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de voir si les bénéfices nets augmentent année après année ou bien les free cash flow augmentent année après année. Le dividende à lui-même reste à peu près une allocation ici du capital. Ok, donc, le dividende ici, on le verse. Donc, il y a de fortes chances ici. Sur les 5 dernières années, il augmente à peu près ici de 8%. Sur les 3 dernières années, ici, il augmente à peu près de 7%. Donc, on peut se dire ici qu'au minimum 5% pour les années à venir. Ok, mais de toutes les façons, c'est bien de savoir qu'il augmente de tel volume, etc. Mais on voit déjà que ici, le plafond de verre est à 5,83% par rapport au prix actuel, par rapport au dividende, par rapport au free cash flow ou bien bénéfice net qu'on rapporte en date d'aujourd'hui. 5,83%. Ok, donc,
Si on arrive à l'acheter, disons, à 20 fois les bénéfices, d'accord, admettons qu'on arrive à l'acheter à 20 dollars l'action, donc 20 dollars, si ça fait à peu près 2 milliards, on a à peu près 2 milliards, combien de millions ici en termes de 2 milliards, 2 milliards 14 ici, 2 milliards 14, en termes de nombre d'actions ici, 2,14, ça va me donner ici un prix sur acquisition ici de 4 divisé par 43, ça donne ici à peu près, voilà, on aura un rendement de 9,30%. Si on arrive à l'acheter à 20 dollars l'action, si elle garde à peu près les mêmes niveaux de bénéfices nets ici, on va à peu près avoir un rendement de 9,3% par rapport à notre prix d'acquisition. Et c'est ça qui m'intéresse. Mais on pourrait également avoir un rendement de 9,3% ici si on continue à avoir une croissance ici de 5% en moyenne sur les années à venir. Donc c'est pour ça que je dis que le prix actuel de cette compagnie-ci, voilà, est juste correct. D'accord? Si maintenant, croissance des revenus IA, croissance des marges IA, on pourrait avoir quelque chose d'assez différent. Donc je ne dis pas qu'il est extrêmement mauvais ni quoi que ce soit. D'accord? C'est un prix intéressant, mais qui compte énormément sur la croissance. Maintenant, avec le ralentissement qui vient, je me dis peut-être, ok, je pourrais quand même être patient par rapport à ce genre de dossier-ci. Mais ça, ce n'est que mon avis, d'accord? Donc, on va se limiter là. Pour CSI Corporation, l'entreprise est correctement évaluée ici. Donc, idéalement, on aimerait la voir aux alentours des 20 dollars l'action. Sinon, au prix actuel, on compte énormément sur la croissance des marges, des revenus ici pour pouvoir avoir quelque chose d'assez intéressant. Mais il faut également voir que ces revenus-là sont peut-être impactés par la conjoncture actuelle. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. D'ici là, si vous voulez avoir accès à cette note-ci, vous allez sur la description de la vidéo, vous allez avoir accès à la newsletter gratuite. Donc, la description de la vidéo, vous prenez le lien en considération en question et vous allez tomber sur cette page-ci, vous allez vous abonner et vous allez recevoir tous ces éléments-là. Donc, on se donne rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Ici, là, portez-vous bien. Merci.